Donc, je vais essayer de faire la présentation de mon ami Youssef, qui est donc radiologue et qui a pris quand même le temps de se spécialiser, d'aller faire un stage en France de 6 mois et de revenir avec une énergie considérable. Ça nous a un petit peu soulagés et ça a fait beaucoup évoluer les choses en matière de prise en charge de l'AVC. Donc ça, donc, au CHU Hassan II, nous avons fait donc 168 thrombolyses jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons fait des 11 thrombectomies mécaniques. Plateau technique, on a une salle d'artériaux. Et puis voilà, une IRM, salle d'artériaux. Alors, la disponibilité du neuroradiologue, ils sont 3 pour un service. Non, les cardios ont leur salle de cathétérisme dans leur service. C'est une salle de radio. Voilà. Ils font les gestes d'embolisation des différentes hémorragies, etc. ORL, gynéco, etc. Et bien sûr les problèmes de neurochirurgie, c'est-à-dire les anévrismes, et aussi les thrombectomies. Donc, alors la difficulté qu'on a, et ça c'est très important, c'est que pour l'instant, il est seul à pouvoir faire, il doit être là pour toutes les thrombectomies. Et donc, je vous présenterai un cas où justement il n'était pas là. Il était un petit peu coincé parce que le patient ne s'est pas amélioré après thrombolyse. Et donc, l'accord qu'on a avec les radiologues, c'est dans la journée. Au-delà de 19 heures, il n'y a plus de thrombectomie parce qu'il faut qu'ils mobilisent toute l'équipe pour la salle d'artériaux, arriver, etc. Donc, dans la journée, si un patient arrive et qu'il y a une indication, on la fait. Le week-end, pas de thrombectomie. Par contre, à chaque fois qu'il fait une thrombectomie, il y a les 2 professeurs qui sont dans le service qui font avec lui pour justement essayer de multiplier un peu les, les bras. Et donc permettre des gardes, parfois de nuit, etc. Alors, parfois on déborde un peu, quand c'est 20 heures, on oblige un peu à faire, etc. Mais quand même, ça reste difficile. Bien. Alors, on s'était posé la question avec le radiologue quand il est revenu de son stage, combien coûte une thrombectomie avec son stent, avec toute la procédure? Ben, il a fait les calculs avec un CPS bien détaillé. Ça coûte à peu près 5 000 euros. D'accord? Et donc, immédiatement, on est parti voir le directeur et on s'était dit, donnez-nous 5 patients pour démarrer cette technique, voir un peu comment ça peut se passer. Est-ce qu'on peut la faire? Est-ce que c'est efficace? Et donc, on a démarré les 5 patients, la gratuité de 5 patients, 5 premiers patients. Voilà. Donc, mon ami radiologue devait démarrer avec ça, mais ça a été dit. Donc, l'intérêt de la création des unités neurovasculaires permet aux gens de commencer à s'occuper des AVC. Quand vous ne voyez pas l'AVC ni en consultation après, ni à la phase aiguë en unité neurovasculaire, vous ne décidez pas très bien de sa prévention secondaire, vous ne gérez pas ces problèmes de mesure générale à la phase aiguë dont a parlé ma collègue. Et donc, il faut qu'il y ait des unités. Pas forcément avec tous les critères, orthophonistes, neuropsychologues, etc., mais un lit dédié aux AVC quand un AVC vient et qu'il soit hospitalisé. Bchouïa, on va apprendre à gérer l'hyperglycémie avec des protocoles, avec des guides pratiques, pas des guides, des guidelines de 36 000 pages, avec des protocoles bien établis. Et le fait rien que de faire ça, c'est déjà très bien. Nous, avant de démarrer la thrombolyse en 2010, on avait pratiquement 4 lits que pour le vasculaire et on s'occupait du vasculaire. On essayait d'améliorer le pronostic des gens. Parce que quand ils rentrent chez eux, là, ils meurent. Il ne faut pas croire qu'ils restent vivants. Ils font une pneumopathie, une embolie pulmonaire et ils meurent. Quand vous le renvoyez chez lui, c'est pour mourir. Surtout un AVC grave. Donc il faut l'hospitaliser, s'occuper de son diabète, de sa glycémie. Ben, il ne va pas mourir, il va garder des petites séquelles. On va améliorer son pronostic. Donc c'est très important. Parce que finalement, on parle de thrombolyse ce matin, mais même les meilleurs centres, la majorité des patients ne seront pas thrombolisés. Et donc, ils vont garder des séquelles. Il faudra s'en occuper à la phase aiguë et plus tard. Donc ça, c'était l'étude dont j'ai parlé, NINDS, avec bien sûr l'amélioration nette du pronostic à 3 heures. Ça, c'est un élément important. Regardez, le pourcentage d'évolution favorable chez les patients thrombolisés en fonction de leur score NIH. D'accord? Pourquoi je dis que c'est important? Parce que plus le score est faible, meilleure est l'évolution. Et donc, si on dit que nous, notre score NIH moyen de nos AVC est beaucoup plus élevé que les autres, de 4 points, de 5 points, on est déjà, au départ, peut-être génétiquement, je ne sais pas, mais au départ, un peu défavorisé parce que
on va thromboliser des patients qui sont plutôt vers cette tranche-là et pas chez ceux-là. Et donc, c'est déjà un peu difficile. Donc, plus on va thromboliser de patients plus précocement, mieux ça sera pour nous, parce qu'ils ont déjà un déficit plus lourd. Et ça, je vais vous le prouver, même avec nos résultats à nous. Donc, ça, c'est l'étude ECAS3, donc il devait en parler pour montrer justement que ça augmentait malgré tout, le pourcentage de patients qui passent un ranking à 0 ou à 1. Et donc, c'était significatif. Donc, le bénéfice était toujours là pour 400 des patients qui ont eu le traitement par rapport aux autres et qui étaient dans cette fourchette thérapeutique. PROACT 3, j'en ai parlé, et la thrombolyse combinée, donc je vais passer. Maintenant, pourquoi penser à faire une thrombectomie? Donc, il y a la thrombolyse intraveineuse, intra-artérielle. Quel est le rationnel? C'est que pour les occlusions proximales, et on l'a dit tout à l'heure, pour les occlusions proximales, le pourcentage de décès est très élevé, qui est thrombolyse ou pas. Et donc, ça veut dire quoi? Que la thrombolyse ne marchera pas très très bien. Et ça, on l'a vécu régulièrement. Des patients qui arrivent avec un score à 16, on les thrombolyse parce qu'ils ont un bon scanner, mais à la fin, pas de récupération. Et je peux vous dire que le neurologue, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que thrombolyse son patient, le voir marcher juste après. Mais en fait, dans un bon nombre de cas, puisque le tableau a été sévère, les gens ne s'améliorent pas. Et on est déçu pour ça. Et le fait qu'il y ait cette technique-là qui permet à la phase aiguë de déboucher l'artère proximale, un gros caillot, qui ne pourra pas être lisé par du produit, c'est quelque chose qui est très intéressant et séduisant. Regardez, ça c'est le ranking, donc ranking entre 0 et 2, ranking entre 3 et 5, et le décès. Le décès, c'est là. Plus l'occlusion, ça c'est carotide, le T carotidien, ça c'est la carotide interne, M1, M2, M3, M4, donc plus distal. Plus l'occlusion est distale, meilleur est le pronostic. Et donc, si on thrombolise une carotide complètement occluse, le pronostic, donc il faut trouver un autre moyen. Si le patient est dans les délais, il faut essayer de déboucher l'artère. Et là, on a beau mettre les doses qu'on veut, de métallyse, une double thrombolyse, ça ne marchera pas, sauf pour quelques rares exceptionnels. Et donc, encore une fois, ça pousse vers un rationnel de déboucher, de la plomberie, déboucher l'artère bouchée. Encore, ça c'est une étude qui a été publiée dans Stroke 2010. Ici, c'est le T carotidien, cérébral antérieur. Si l'occlusion est là, par rapport à ici, par rapport à là, quelles sont les évolutions? Quand l'occlusion est très proximale, le score NIH est beaucoup plus élevé, à 19, et l'évolution est moins bonne, avec une mortalité très importante. Plus maintenant, c'est le M1. Vous voyez, le M1, c'est toute la branche qui est plutôt horizontale. Dès que la sylvienne va changer de sens, c'est ce qu'on appelle M2. Eh bien, M1, le score NIH est plus ou moins élevé, mais quand même. Et ce M1-là, c'est ce qu'on verra sur le scanner. Le scanner non injecté de la phase aiguë, c'est la petite hyperdensité très jolie sur toute la coupe transversale. Et puis, la partie la plus distale. Alors, M1, c'est, vous voyez, score NIH moyen à 15. Et puis, plus on va aller en distalité, plus le score va passer à 10, plus ou moins, etc. Et à la limite, la thrombolyse pourra marcher ici, mais là, beaucoup moins, et là, encore moins. Et donc, puisque j'ai dit tout à l'heure que l'étude de prévalence nous a montré que nos AVC étaient plus graves, on le ressent, on le voit chaque jour, donc on a plus besoin de thrombectomie que les autres parce que nos AVC sont plus proximaux, entre guillemets. D'accord? Donc il y a un rationnel, il y a un besoin clair et net établi par l'expérience. Et donc il y a des études qui ont prouvé que la taille de l'infarctus, la taille du caillot était très importante, et à partir d'un certain nombre de millimètres du caillot, je ne sais pas si ça a été marqué ici, le caillot ne peut plus être lisé par le produit. D'accord? Et donc le radiologue, dès qu'il voit sur l'angioscan l'étendue du thrombus, il va vous dire, attention, là, ça ne marchera pas, votre thrombolyse ne marchera pas. D'accord? Et ça, c'est prouvé. Donc là aussi, c'est la même courbe. Donc, 10% des patients ont une contre-indication à la thrombose. Ça aussi, c'est un rationnel. Vous allez recevoir un patient qui vient d'être opéré pour un rétrécissement mitral, une chirurgie très lourde, thoracique, et qui fait AKJ2 parce que l'héparine a été plus ou moins bien gérée. On a eu ce cas. Un AVC. On ne peut pas thromboliser. Donc l'idéal, c'est de faire immédiatement une thrombectomie. Et on a eu ce cas, et on avait fait la thrombectomie. Alors, aussi, pour le problème de délai,
puisque déjà nos patients ne sont pas très bien sensibilisés, encore plus chez nous qu'ailleurs, et qu'il n'y a pas de, je sais pas si, je sais qu'à Sousse, en Tunisie, c'est encore mieux développé, c'est-à-dire la phase préhospitalière, le SAMU qui peut se déplacer. Nous, au Maroc, légalement, le SAMU n'a pas le droit, l'ambulance n'a pas le droit d'aller chez les patients à domicile. C'est pas légal, c'est illégal. Alors imaginez un peu comment les gens font, ils doivent venir par leurs propres moyens. C'est une catastrophe. Et donc, la phase préhospitalière doit être améliorée, et on sait que les gens arrivent beaucoup plus tard. Le délai de la thrombectomie est un petit peu plus large. On est à 6 heures. Donc, si vous recevez quelqu'un à 5 heures et que vous avez un radiologue qui fait la thrombectomie, c'est trop tard pour la thrombolyse, mais ce n'est pas trop tard pour la thrombectomie. Et donc, les limites de la thrombolyse, on a dit, c'est un gros tronc, un thrombus, voilà, c'est 7 mm. Dès que le thrombus dépasse 7 mm, c'est-à-dire si vous le voyez sur le scanner blanc comme ça, 7 mm, la thrombolyse ne marchera pas très bien. D'accord ? Et donc, quand la thrombolyse a échoué, quand la fenêtre est supérieure et quand il y a des occlusions en tandem ou des dissections. Voici un tableau de notre registre, du registre international qui nous permet de comparer nos cas aux cas des autres centres. Voici les cas de Fès et voici les autres centres. Regardez nos délais. L'arrivée des patients. Nos patients arrivent à 121 minutes en moyenne. C'est une médiane, même pas une moyenne, une médiane. Regardez les autres centres. Ils ont déjà 1 heure d'avance. 1 heure, 50 minutes d'avance. Ils arrivent plus tôt, 50 minutes. Nos patients arrivent 1 heure plus tard parce que, c'est de ce dont on a parlé, la phase préhospitalière n'est pas du tout organisée. Après, quand ils arrivent pour avoir le scanner, on est identique. La moyenne, c'est 25 minutes. C'est la même chose. Donc, on s'est organisé dans notre hôpital pour faire comme dans les autres centres. Dès qu'il arrive, on l'évalue, on déclenche l'alerte, et à 25 minutes, il a son scanner parce qu'il est priorisé. Très bien. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire ici. Maintenant, puisque ce délai, après la prise de décision, on peut la discuter. C'est-à-dire, quand il arrive, c'est bien, on fait le scanner à 25 minutes, mais après, pour décider, on a quelques minutes de retard, parce que justement, il n'y a pas d'astreinte sur place, le seigneur doit se déplacer, donc ça prend parfois un peu de temps, et ça fait perdre 10 minutes. Et donc, globalement, à la fin, le patient thrombolysé avec une médiane à 150 dans les autres centres internationaux et avec quasiment, on va dire, 1 heure de retard par rapport aux autres. Donc, on a des patients, et là j'ai peut-être une autre coupe, voilà. On a des patients dont le score moyen est plus, score NIH, 15 par rapport à 11. À 15, c'est plus sévère que 11. Donc, les patients sont plus graves, ils arrivent avec un score NIH plus élevé et avec 1 heure de retard. Donc, il ne faut pas espérer avoir des résultats identiques en termes de ranking à 3 mois comme les autres pays. Mais il faut continuer à le faire parce que ça rend service quand même. Alors ici, voilà, on a des patients, le taux de décès des patients thrombolysés est élevé. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que la thrombolyse a fait saigner, parce que le taux de saignement est le même, donc un petit peu plus élevé, c'est-à-dire 8% de transformation hémorragique symptomatique et asymptomatique. Mais ce qui dérange, c'est justement, regardez, quand les patients, on a pris un groupe de patients thrombolysés, on l'a comparé à des patients qui ont le même score NIH, mais qui n'ont pas été thrombolysés. Ben, regardez le taux de décès. Il est beaucoup plus élevé. Donc les patients thrombolysés bénéficient de la thrombolyse, même s'il y en a beaucoup qui décèdent, il y en a beaucoup qui gardent des séquelles, mais on arrive quand même à sauver des vies. Mais si on voulait comparer ce groupe-là à des groupes des études cliniques, etc., on serait très déçus, on l'a été à un certain moment, parce que mais on a compris que c'était de la gravité, du retard d'arrivée des patients. Et donc, l'arrivée de Mr. Clean, c'est-à-dire les études qui ont, parce que il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de discussions, les gens avaient des taux de recanalisation extraordinaires, mais après, on ne savait pas trop comment ils évoluaient. Pour nous, ce qui est important, c'est le ranking à 3 mois. Et donc, ce sont ces études-là, hein, c'est 2016, on va dire, où ça a été confirmé, et donc, ou 2015 pour quelques-unes, et donc, Mr. Clean a permis d'indiquer, de donner l'autorisation d'ailleurs beaucoup d'équipes le faisaient sans qu'il y ait vraiment d'approbation, de la thrombectomie mécanique. Ça, c'est les différentes études qui résument une prise en charge standard avec la thrombolyse seule et avec le traitement endovasculaire en termes de ranking 0,2. C'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que les patients qui regardez, quand les patients ont une thrombectomie, le taux de patients avec des rankings dans toutes les études est supérieur et donc c'est quelque chose de positif. Et tant que si une équipe peut avoir
un radiologue qui fait la thrombectomie ou plusieurs, c'est génial pour les patients. Et donc, globalement, la thrombectomie dans notre centre et dans plusieurs centres, elle est globalement faite après la thrombolyse intraveineuse, et après s'être assuré que l'artère ne s'est pas débouchée. D'accord? Et donc, si par exemple il y a un problème de contre-indication, on propose directement une thrombectomie mécanique. Mais même le radiologue le dit, même si c'est un thrombus proximal, il préfère mieux avoir une thrombolyse première, même si elle ne va pas trop déboucher, et c'est plus facile pour lui, même pour retirer le caillot, il est très content d'avoir une thrombolyse première par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu de thrombolyse intraveineuse avant. Alors, après, ce qui est aussi important, c'est d'évaluer cet angioscan. Et depuis qu'il est revenu, Youssef, il s'est rendu compte qu'il va être obligé de nous faire des angioscanners pratiquement à toutes les alertes. Parce que pour apprécier le vaisseau bouché, pour prendre sa décision, pour voir les carotides, parce que parfois les carotides, dès qu'il les voit, il me dit, moi, je ne pourrais pas y aller. Je ne pourrais pas accéder à ton thrombus, à ta sylvienne, parce que la carotide est très horizontalisée, etc. Et donc, c'est devenu, depuis qu'on a démarré la thrombectomie, l'angioscanner est devenu systématique pour toutes les alertes. Nous, qu'est-ce qu'on gagne? On voit le vaisseau bouché, donc il n'y a plus de risque d'erreur diagnostique, etc. Quand on voit le vaisseau, c'est un AVC. On voit son étendue, son caractère proximal ou pas, et on voit aussi les collatérales, la collatéralité dont on a parlé tout à l'heure. Et lui aussi, c'est un élément pronostique pour lui. Mieux, plus il y a de collatéral, mieux c'est pour l'évolution du patient. On va en reparler. Donc, à un certain moment, on s'était mis un score aspect à 6, mais maintenant, on est un petit peu plus cool parce que les premières se sont très bien passées. Regardez ici le nombre de patients nécessaires à traiter. Tout à l'heure, notre collègue a parlé des unités neurovasculaires. Donc, il faut traiter 18 patients pour avoir une indépendance. La thrombolyse, 7. La thrombolyse entre 3h et 4h30, 14. C'est ce qu'on a vu. Mais regardez ici pour la thrombectomie. Pour les 3 études, il faut traiter 7,4 patients pour avoir une indépendance. 4 et 2,6. Donc, ce sont le nombre de patients nécessaires à traiter pour améliorer un patient est extraordinaire. Si on veut comparer, par exemple, avec les infarctus du myocarde, l'angioplastie, c'est 50. Et ça se fait régulièrement, quotidiennement. Donc nous, on est pratiquement à 2,6. C'est quelque chose de très important et de très efficace. Alors, quelles sont les règles qu'il faut établir pour faire la thrombectomie mécanique? C'est les 5 P. Évaluer le parenchyme, soit par une IRM, c'est l'idéal, mais on peut le faire avec scanner en évaluant l'hypoatténuation, l'œdème, etc. La perfusion, soit avec l'IRM, soit avec l'angioscanner. Et donc, on évalue un petit peu la collatéralité. Vous allez voir que c'est très important en termes de pronostic. La pénombre, alors la pénombre, c'est le mismatch. Si on a l'IRM, on va faire, par exemple, une diffusion, une perfusion. Et on va faire que si la diffusion déjà est très étendue et tout est blanc en diffusion, et que la clinique, voilà, il n'y a pas de... Si on ne va rien gagner, après l'IRM, on va dire aussi, ce n'est pas la peine. Mais aussi, il y a un mismatch, on va dire radio-clinique. C'est-à-dire, si le tableau clinique, vous avez un score INIH à 20 et qu'il y a des lésions en diffusion, mais qu'il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas très étendu, il y a encore du parenchyme à sauver, même si on n'a pas la perfusion. Le tableau clinique sévère, lésion en diffusion petite, mismatch radio-clinique, il faut y aller. D'accord? Et bien sûr, il faut essayer d'évaluer le risque hémorragique avec le score aspect. On a dit qu'inférieur à 7, ça commençait à devenir un risque hémorragique important. Le T2 étoile, parce que maintenant, les microblies, quand ils existent, sont un élément qui augmente le risque hémorragique, sans pour autant que ce soit une contre-indication absolue, mais c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Et bien sûr aussi, le coefficient ADC quand il est bas. Le radiologue, quand il fait l'angioscan, pourquoi il a besoin de l'angioscanner? Parce qu'en fonction de l'aspect de la crosse, etc., il va choisir son cathéter. Et donc, c'est important pour lui de voir. Et nous, qu'est-ce qu'on gagne en plus? C'est qu'on voit les carotides. On a aussi une idée sur la sténose. S'il y a une chirurgie derrière qui doit se préparer, on peut lever le patient, donc le verticaliser, même si on n'a pas thrombolysé, etc., s'il n'y a pas de sténose. Donc, on gagne aussi en termes de prise en charge. Parce que parfois, des gens attendent 3-4 jours pour avoir leur Doppler, pour avoir les carotides, etc.
Donc là, on a immédiatement un angioscan. On verra cet après-midi un cas clinique qui est vraiment très intéressant parce que ça nous a permis de... Alors, première technique, c'est les stents de retrait, c'est l'aspiration. Il y a donc juste l'aspiration du caillot. Ou alors on met un stent, on dépasse le caillot, on le perfore, on rentre, et puis on déploie le stent et on retire avec le caillot. Et on peut faire la technique combinée, c'est-à-dire tout en retirant le caillot, on aspire pour éviter que les débris aillent aller vers la distalité. Voici un peu les différents stents. Ça, c'est avec le cathé avec le ballonnet pour éviter donc les débris. Voilà, donc on a dépassé le caillot ici. On est rentré avec le microcathéter. Le caillot est là dans la sylvienne, en M1. On le dépasse et on déploie donc le stent et on retire le caillot par la suite. Ça, c'est l'aspiration. C'est à peu près le même principe, mais il n'y a pas de stent, donc on aspire le caillot. Mais donc, je crois que si on veut optimiser, c'est de faire un peu les deux, de retirer le caillot et d'aspirer pour éviter les... Alors, les thrombectomies, donc on en a fait 11. Ah oui, il a mis aussi double thrombolyse. On va parler des doubles thrombolyses avec un cas cet après-midi. En fait, quand on a thrombolysé un patient, et qu'il n'y a pas de radiologue disponible, parce que c'est la nuit, parce que c'est le week-end, parce qu'il est en congé, parce qu'il est le seul. On a fait quelques patients, on a ajouté, optimisé la dose de thrombolytique, et ça a marché pour certains patients. Voici un peu le tableau de tous les patients qui ont eu une thrombectomie, avec le ranking à 3 mois. Vous avez des éléments qui sont très importants pour le radiologue, c'est la collatéralité. Vous voyez par exemple ici la collatéralité bonne, mauvaise. Mauvaise égale décès. Vous voyez, ce sont des éléments qui ne trompent pas. Le radiologue, lui, son résultat, c'est vrai maintenant il s'intéresse au ranking, mais il veut voir aussi le degré de recanalisation. Comme les radiologues, les cardiologues ont le TIMI, nous on a le TICI, thrombolyse intracérébrale. Oui, je vais vérifier. Mais TICI, et donc A3, c'est une reperméabilisation complète. 2B, reperméabilisation complète, mais c'est plus lent. Le radiologue voit à l'artériole que le débit est pas très... Mais le calibre des artères est bon, mais il est plus ralenti par rapport à l'autre côté. Et 2 et 1, c'est donc l'absence de très partielle ou absence de reperméabilisation. Et donc, je vais vous montrer ce cas-là, parce qu'il ne faut pas toujours montrer que les cas qui marchent. Il faut savoir aussi que parfois, ça ne marche pas. Et donc, ce cas-là, c'est un patient de 44 ans qui a un rétrécissement mitral, antécédent d'AVC ischémique sylvien droit, c'est celui-là, c'est l'ancien. Depuis 6 mois, il garde une hémiparésie séquelaire et il arrête son AVK. Il a décidé d'arrêter. Nous, on a, je crois qu'ici aussi, beaucoup de rhumatisme valvulaire, donc les valvulopathies rhumatismales sont fréquentes. Et donc, il a arrêté à 10 jours, il revient. Donc, il a déjà fait un AVC, et il revient avec une hémiplégie, un scoring IH20. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu ici, voilà, une belle artère sur une... Ça, c'est le caillot. Donc, c'est très étendu. Est-ce qu'il y a des signes qui contre-indiqueraient la thrombolyse intraveineuse sur le score aspect? Est-ce que vous voyez des signes précoces? On va les étudier. Ici, on a la tête du noyau codé ici. Là, le noyau codé est un petit peu plus atténué. Regardez, là aussi. Vous voyez la différence ou pas? Le noyau lenticulaire, on l'individualise. Je pas la substance blanche, mais il est plus atténué que ce côté. Donc, on fait perdre le point du noyau codé, du noyau lenticulaire, de l'insula, de M1. Donc, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Qu'est-ce que vous pensez de l'angioscan? On voit ici la carotide. Ici, c'est complètement occlu. C'est une occlusion carotidienne, carrément. Vous voyez? Ici, la carotide, le T carotidien. Et là, on ne voit pas du tout. Alors, quel est le pronostic pour lui? La collatéralité, vous la bonne ou mauvaise? Mauvaise. Et ça, quand elle est mauvaise, ce n'est pas bon du tout. On n'est pas très chaud pour y aller maintenant. Et donc, voici donc ça, son occlusion donc, très proximale, ici le cathéter. Donc, on est quand même rentré. On a regardé l'artère. Elle est maintenant perméable. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pas mal. Et est-ce que le patient va récupérer? Pas du tout. Oui.
Donc, on était pas mal dans les délais. Là, il a fait un engagement sous-falcoriel avec une dilatation ventriculaire. On a fait l'hémicraniectomie malgré tout. Hein. C'était quand même un AVC très étendu. Juste parce qu'il a arrêté, enfin, grave d'arrêter, mais quelqu'un qui a une valvulopathie rhumatique, même quand il n'a pas fait d'AVC, c'est très handicapant de gérer l'INR, de prendre. C'est déjà un handicap d'avoir les anticoagulants toute la vie. Deuxième cas, c'est le cas numéro 6, 56 ans, scoring-âge de départ à 15, et voici son scanner. Vous voyez ici le noyau codé, noyau lenticulaire est pris, l'insula, et une occlusion très proximale. Le radiologue, il nous dit, impossible que ça marche pour vous, c'est pas possible. Hein. Ça ne va rien donner et vous allez augmenter votre risque hémorragique parce que quand même, vous avez une lésion supposée assez étendue. Donc, il y a toujours un mismatch puisque le score NIH est à 15. Même si on a perdu, il y a encore du parenchyme à sauver qui attend du sang. Et si le sang ne vient pas, il va se nécroser, il va devenir noir aussi. Voici son scanner. On a dit 7 mm pour que la thrombolyse ne marche plus. Lui, nos calculs nous disent 14 mm. Qu'est-ce que vous pensez de la collatéralité cette fois? C'est plutôt pas mal. Donc, si on arrive à retirer ce caillot, on sera bien pour le patient. Voilà, le caillot est là. On peut mesurer. Hein. Et puis, ça, c'est avant. C'était complètement occlu. Là, c'est une bonne recanalisation avec une reperfusion. Donc, le TC est très bon. Mais ce qu'il avait perdu, il l'avait perdu. Hein. On ne va pas une petite transformation hémorragique. Et globalement, le patient a récupéré. Et son ranking, maintenant, à 3 mois, il est à 1. Donc voilà, parfois ça marche très bien. Donc qu'est-ce qui attire l'attention, qui dérange un peu notre ami radiologue, c'est que pour arriver depuis la ponction fémorale à arriver à l'artère, il n'a pas de bon délai. Donc il faut qu'il améliore un peu sa performance pour qu'il soit à moins d'1 heure. Là, il a quelques minutes de retard et ça le dérange parce que, voilà. Mais globalement, donc regardez, ici, c'est quand est-ce qu'on a obtenu la recanalisation. On a vérifié à l'artérieux. Ça n'a pas marché. 5h40, 4h, 7h10, 4h45. Et lui, il veut améliorer depuis la ponction, il va être à 1 heure. Donc, il est en train d'essayer de performer là-dessus. Alors, les éléments qui vont définir pourquoi il y a des patients qui ont mal évolué. Un patient, je crois que c'est un 3 ici. Il a gardé un ranking à 3. Donc, quand le scoring de départ est élevé, ça ne marche pas souvent. Quand la collatéralité est mauvaise, quand l'occlusion est très proximale, quand elle intéresse la carotide interne. Et puis, ici, l'anesthésie générale, normalement, il faut le faire sous local. Et quand on passe à l'anesthésie générale, mais ça s'est publié aussi, les patients thrombectomisés sous anesthésie générale, c'est généralement de moins bon pronostic. Voici les degrés de collatéralité qu'il faut maintenant exiger de vos radiologues de vous les donner et commencer à les interpréter aussi. Mauvaise collatéralité, c'est l'exemple de notre patient, vous voyez, rien, c'est vide. D'accord? Et voici les IRM qui correspondent. À 24 heures, la diffusion à 24 heures. Quand la collatéralité, on la voit un petit peu, elle est moyenne, intermédiaire, la lésion est intermédiaire. Quand la collatéralité est bonne, eh ben, la lésion définitive après thrombectomie, il n'y a pas photo. Et donc, c'est un élément important. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, à un délai identique, il y aura des gens qui auront de bonnes collatéralités et qui vont bien récupérer, et d'autres, même le même délai, le même score NIH, et d'autres, donc nous ne sommes pas égaux après un AVC face à notre collatéralité. Et donc ça, c'est la preuve que les gens qui vont recanaliser avec une bonne collatéralité et pas, donc ça prouve, je vais passer. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder ici, c'est ce que j'ai montré un peu sur la courbe des scores de collatéralité. Ça, c'est le volume de la lésion ischémie en diffusion. Les gens qui ont recanalisé et les gens qui n'ont pas recanalisé. Et on voit ici qu'il y a un groupe qui se détache quand ils ont une bonne collatéralité. Même ceux qui n'ont pas été recanalisés, quand ils ont une bonne collatéralité, ont une petite lésion en diffusion. Regardez, pour les progresseurs rapides. Les progresseurs rapides, s'ils recanalisent ou s'ils ne recanalisent pas, ils auront une lésion très étendue parce qu'ils avaient eu une mauvaise collatéralité. Donc ici, vous avez un groupe. Premier groupe, bonne collatéralité, moyenne et mauvaise. Et dans les bonnes collatéralités, vous avez ceux qui ont recanalisé et ceux qui ne l'ont pas fait.
Et donc finalement, c'est low progressor, on va dire. Peut-être qu'on pourra les thromboliser au-delà de 4h30. Pourquoi on va priver un low progresseur juste parce que, ah oui, 4h30, c'est la moyenne, on ne fait rien. Donc, si on arrive à identifier un low progresseur, quelque part, entre guillemets, on pourrait violer ce critère de délai. S'il a un bon mismatch, s'il n'a pas de lésion définitive, le délai n'est qu'une moyenne de plusieurs patients. Il y a des gens qui vont avoir un parenchyme encore viable après 6 heures, 7 heures. Et si on arrive à les identifier par l'imagerie IRM ou angioscan, on pourra aller un peu au-delà du délai. Donc, délai long, mais bonne collatéralité, bon pronostic. Slow progressor. C'est un concept qu'il faut retenir. Qu'il y a des gens, même qui sont hors délai, ils peuvent récupérer. Mais il faut les identifier, il ne faut pas faire un peu au hasard. Délai court, mais mauvaise collatéralité, c'est l'exemple du cas clinique que j'ai donné tout à l'heure. Il était à H2, il avait déjà un aspect très mauvais. Et donc lui, il sera de mauvais pronostic. Et donc ça sera un fast progressor. Voilà, là je vais passer. Juste pour parler, peut-être oui, des gens qui commencent, on a dit tout à l'heure ce matin, quand quelqu'un récupère et que c'est une alerte et qu'il arrive dans les délais mais qu'il récupère incomplètement, il faut aussi lui faire l'angioscanner. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir récupéré que grâce à ses collatérales et que ces collatérales vont s'épuiser les heures qui suivent. Et donc, quelqu'un qui a fait un AVC, une hémiplégie, et qui est mineur ou qui est en récupération et qui arrive dans les délais, il faut aussi s'organiser avec les radiologues pour lui faire l'angioscanner. Et si l'occlusion est visible, on va la thromboliser. Et si elle est proximale et entre guillemets, inaccessible à la thrombolyse intraveineuse, il faudra proposer une thrombectomie quand même. Sinon, le patient, dans les heures qui suivent, va compléter son hémiplégie, va s'aggraver. Parce que les collatéralités, elles sont là pour suppléer grâce au pic hypertensif, etc. Mais elles vont s'épuiser dans la nuit. Et ça, vous allez le constater chez vos patients. Progressivement, ils vont, soit ils s'améliorent un petit peu et puis ils se réaggravent les heures qui suivent. Ils reviennent à leur score NIH initial. Donc voilà, il avait conclu ça. Il faut sensibiliser la population pour avoir des délais plus courts parce que nos patients sont initialement plus graves. Et donc notre projet, on l'avait appelé Thrombectave. Et bien sûr, la décision, on la prend ensemble, même de la thrombectomie. Ce n'est pas quelque chose de... ça y est, moi j'ai fait regarder avec le radiologue. Il faut qu'on décide ensemble. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On peut en discuter avec les collègues de Sehloul, comment ils font. Nous, l'AVC est là, on déclenche l'alerte aux urgences. Il va immédiatement, donc on a 25 minutes pour faire le scan et puis l'angioscan maintenant systématiquement. Même parfois quand on sait qu'on ne va pas thromboliser. Et quand c'est dans la journée, on fait la thrombectomie et le patient monte à l'unité. Donc on a fait une campagne de sensibilisation en 2017 pour l'AVC pour essayer d'avoir des délais plus courts. Et donc parce que maintenant tous les centres marocains commencent un petit peu à thromboliser, on est très content parce qu'il y a une grosse. On a participé aussi au truc de l'Organisation mondiale des AVC pour dire que le Maroc a fait quelque chose au niveau de la journée mondiale de la sclérose en plaques. Et j'ai vu votre truc, il est super, votre petite vidéo tunisienne Fissa, elle est excellente. Et nous on a choisi Ataq comme slogan, l'équivalent de fast des Anglais et le vite. Ataq عواجلك فمك ولا تقالت عليك يديك تقالت عليك يديك تقالت عليك يديك او رجليك العين عواجلك فمك القاف قلال عليك الشوف او الكلام اعتق وسير المستعجلات. C'est notre fast à nous. Voilà. Et bien sûr la campagne YouTube, etc. Une petite minute pour vous montrer ça et qu'on pourra bien sûr le partager ensemble. On est en train de préparer avec un thésard une application smartphone. Système d'aide à la décision thérapeutique. Et donc, quelqu'un qui a un smartphone, il va comment on peut passer les pages? Pardon. Voilà. Donc, il rentre le nom d'utilisateur, son mot de passe. Ce qui est en jaune, c'est la consigne qu'on donne à celui qui va faire, le technicien, c'est-à-dire l'informaticien qui va
qui va établir cette application smartphone. Et donc, il rentre le nom, il met le nom de l'établissement, est-ce qu'il y a une UV ou pas, qui est l'utilisateur, il confirme avec son mot de passe, et il a donc un menu, donc nouveau patient, ancien patient, et il a un calculateur automatique de scoringage, vous en avez beaucoup sur vos smartphones, mais nous on a intégré à la fois le calculateur de scoringage, le calculateur de score aspect, c'est-à-dire vous allez pointer les différents points, vous allez dire ce point est perdu, et il va vous calculer le score. Il va faire le checklist avec vous des critères d'inclusion et d'exclusion, et il va calculer la dose. Vous lui donnez le poids, il vous calcule aussi la dose. Et on a même mis Métalise, donc on est assez actuel dans le... Et puis donc, qu'est-ce qu'il va trouver? À chaque fois, il va pouvoir rentrer les critères, les antécédents du patient, le score NIH, et ça va calculer automatiquement le score NIH. Pardon, j'arrive pas à passer le score aspect, donc il va pointer. Et à chaque fois, dès que le score va être inférieur à 7, ça va devenir orange en haut, ici. Attention, votre score aspect est déjà... Il va y avoir un feu rouge ou un feu orange qui s'allume. Tant que tous les critères sont bons, il y a un feu vert qui clignote. Critères d'inclusion et d'exclusion. Alors, on a mis feu rouge pour les critères